C'est une expérience pleine. Et en fait, j'ai pas envie de la décrire dans une binarité des émotions positives et négatives ou du difficile et du facile. C'est tout un spectre. Et le difficile devient magique, la beauté devient difficile et profonde. Et en fait, c'est ça qui se passe. Bonjour et bienvenue dans le Canvas, l'émission des rencontres au sommet. Dans ce nouvel épisode, je reçois Camille de Denise, une artiste plasticienne franco-autrichienne qui travaille notamment sur les glaciers et leur représentation. Quand j'ai échangé avec Camille, elle m'a non seulement raconté sa philosophie et sa vision de la nature, existe-t-elle seulement cette nature ? Mais elle m'a aussi fait voyager sur un voilier, direction le Svalbard. Elle manie les mots à ravir, je me débrouille pour fabriquer et triturer les sons. Et comme vous savez que le Canvas, c'est surtout de la contemplation et de l'anti-performance, on a décidé de vous proposer une forme de récit pour vous offrir un voyage à travers les mers du Nord et de la Norvège. Direction les terres des ours polaires, depuis votre canapé. Les sons d'ambiance ont été confiés par Camille pour le plus grand bonheur de vos oreilles et j'ai composé les musiques. Bonne écoute et n'oubliez pas, pour soutenir le podcast, abonnez-vous sur votre chaîne préférée, laissez un commentaire et surtout, partagez cet épisode autour de vous. Je regarde une carte, je vois où est le Svalbard, je sais que je dois aller à Longyearbyen, une petite ville du Svalbard où tout le monde arrive. Et je me dis, dans un monde en plein désastre écologique, qu'est-ce qui se passe si je pense ne pas utiliser l'avion ? Comment ? Et je me dis, si la voie des airs est enlevée, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, il nous reste la mer. Et là, je me dis, j'ai la chance incroyable d'être artiste, j'ai la chance d'avoir du temps, et ce temps-là, je peux le passer à aller au Svalbard en bateau. Donc l'idée, elle commence là. Et à l'époque, je lis aussi le livre en parallèle de l'autrice incroyable Léonie Donné, qui s'appelle Voyage d'une femme au Spitzberg. Léonie, âgée de 19 ans, rejoint le Spitzberg, donc les îles Svalbard, selon la dénomination actuelle. Et en fait, c'est la seule femme qui monte à bord d'un bateau qui part vers le Spitzberg. Donc, c'est la commission scientifique du Nord. Et en fait, son mari, François Billard, il fait partie de cette commission. Par beaucoup de discussions, elle peut rejoindre ce voyage et elle écrit ce livre. Elle décrit beaucoup son voyage, aller et retour. Et en fait, les pages, juste en termes de nombre de pages, les pages quand elle est au Spitzberg ne sont pas énormes. Et là, je me dis, ça, c'est intéressant, c'est même crucial. Qu'est-ce qui se passe quand on va loin ? Eh ben, ça prend du temps, tout simplement. Je devais partir début avril. Moi, je suis pas du tout de la mer. Peut-être que cette naïveté, d'ailleurs, m'a portée. Et je commence à contacter tous les gens que je connais, de proche ou de loin, qui pourraient m'aider d'une manière ou de l'autre. Donc là, c'est énormément d'interactions, de discussions, aussi beaucoup par Internet. Et je contacte des gens par Instagram qui sont sur des bateaux et qui me disent de contacter d'autres bateaux qui font la traversée à cette époque de l'année. Et là, c'est beaucoup de recherches. Et pas mal de marins me disent que début avril, la traversée est compliquée puisque les glaces sont encore bien présentes. De Tromsø, donc le nord de la Norvège continentale, au Svalbard. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me dis que on va quand même continuer de chercher et qu'au pire, je prendrai un avion. Et je trouve un bateau qui part à ces dates-là, d'une boîte qui s'appelle Tall Ship Company, qui a plusieurs bateaux, dont un magnifique 3-mâts qui s'appelle l'Antigua, qui a été construit en 1957, je crois. Et ce bateau, donc je leur écrit, ils sont très touchés par mon projet artistique et mon approche, et ils montent ce voilier au Svalbard début avril pour faire leur saison en fait là-haut, depuis les Pays-Bas. Et ils m'accueillent à bord. Je suis en train de manger un peu, là, une banane et quelques amandes. On part dans 3/4 d'heure, 1 heure. Il est 10 heures du soir, il fait nuit, lune noire. Donc, la mer est noire et sombre. On vient d'avoir donc le brief du capitaine et toutes les mesures de sécurité et l'organisation.
Voilà, j'ai un peu l'appréhension. Je flippe un peu là, mais ça va. Je me remplis le ventre. Je suis installée dans ma cabine pour que rien ne tombe dans le mouvement des vagues. Là, j'ai passé 2 nuits à bord du bateau avant notre départ. Un des soirs, le capitaine a dit qu'on allait partir pour éviter le plus gros d'une tempête. Donc on est parti de nuit à 11h le soir. Je me souviens, le bateau qui quitte le port. Je suis à bord d'un très gros bateau. Pour la première fois, je suis avec un équipage que je ne connais pas, en qui je place ma confiance. Et je sais qu'on va être en mer pendant plus de 15 jours. Et là, c'est un moment crucial de ma vie. C'est vraiment un moment, je me lance, quoi. On est de nuit, je sais que je vais être malade à bord, forcément, que la traversée va être longue. Je pars avec des inconnus et je vais vraiment au nord, chercher les glaciers, les voir. Et là, je suis très émue dans le départ. C'est le début d'une très grande aventure. Je veux participer à la vie sur le bateau, donc je rejoins les cars. Alors moi, je ne sers pas à grand-chose, mais je fais quand même partie de ce rythme-là. Mes cars sont de 4h à 8h, tous les matins et tous les après-midi. Dès le départ, il y a ce rythme très étrange qui se met en place, qui n'est plus jour-nuit, mais qui est 4-8. La première nuit, le premier jour, moi, je participe pas au car parce que je suis très malade. On est dans une bonne tempête, pas énorme, et j'essaye que le moment passe. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi, je bois beaucoup d'eau avec du gingembre, je prends un peu d'huile essentielle de menthe poivrée, je vomis un peu, je ne dors pas, c'est difficile. Je suis qu'avec des inconnus. Et là, mon mantra pendant ces moments difficiles, qui se présente en anglais, c'est « You can do hard things ». C'est-à-dire, tu peux faire des choses difficiles. Et ce mantra me suit dans cette expédition, dans tous les moments difficiles. Je peux faire des choses difficiles. Et c'était très difficile les premiers jours. Et au bout du 3e jour, je pense, de manière poétique et un peu romantique, on pourrait dire, la mer m'a accepté, j'ai accepté la mer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit, à un moment, le mal de mer passe, les choses s'apaisent, on se dit qu'on est vivant. Et on prend refuge dans les fjords de la Norvège et on remonte toute la côte jusqu'au nord de la Norvège, donc jusqu'à Tromsø, beaucoup, donc avec le moteur, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On remonte comme ça pendant des jours. Et là se met en place la vie à bord, puisque je suis moins malade, je rejoins les cars, c'est difficile, je dors seule. Ma cabine est sous le niveau de l'eau, donc par le hublot, je vois l'eau, je découvre la mer, les oiseaux. Plus les jours passent, plus on monte au nord, donc plus les nuits s'éclaircissent. L'air, il devient un petit peu plus sec, comme crispé. L'ensemble de l'équipage pour la saison, ils sont une 12aine. Il y a un autre couple comme moi qui est emmené puisqu'ils veulent se rendre au Svalbard aussi sans avion. C'est des guides. Donc on est sur un très gros bateau. La vie à bord se fait au rythme des cars là pendant tous ces jours. Donc je vois très peu les personnes qui sont pas dans mes cars. Donc je vis principalement avec 5-6 personnes et je croise au moment de prendre mon car ou de laisser mon car les gens qui prennent la navigation du bateau après et avant moi. Plus de 15 jours, tout ça, c'est beaucoup de temps en mer. Et en mer, il se passe pas grand-chose. En tout cas, moi, j'ai pas à beaucoup m'occuper de quoi que ce soit puisque je suis pas marin. Donc j'aide où je peux. Je fais du thé. Quand on me demande de monter des voiles, je tire sur des cordes, j'essaye d'apprendre. Et avec mon groupe de car, donc on est 5-6, on rigole beaucoup, on écoute de la musique, on parle de nos vies. Des fois, on fait des châteaux de cartes sur les tables. On voit combien de temps ils tiennent dans les vagues. C'est magnifique.
c'est lent, et je pense que c'est une expérience cruciale et fondamentale dans ma vie. Et je sens que je suis en train de la vivre, et je le vis en me disant c'est fondamental. Alors c'est étrange parce que déjà pour moi c'est nouveau, donc forcément profondément singulier. Tout est différent, quoi. Ce rythme de vie où je dors par heure entre les quarts, je mange à des heures pas possibles, je mange aussi pour ne pas avoir le ventre vide, puisque ça donne plus le mal de mer. Le temps s'étire, on fait pas de pause, puisqu'ils montent le bateau pour la saison, on n'est pas du tout sur un trajet touristique. Donc on n'a aucune pause, je ne pose pas le pied à terre avant Tromsø, donc le nord de la Norvège. Donc, je suis en mer pour la première fois sur un voilier avec des gens que j'apprends à connaître et dont on ne peut pas partir. Quand on est sur la terre ferme, on peut s'éloigner, aller marcher. Là, je n'ai pas d'autre choix qu'être là et que ça se passe bien. Mais quelle puissance! C'est une liberté qui n'en est pas une, donc c'est des contraintes qui sont physiques. Ouais, il y a quelque chose de puissant et je suis entourée de marins. Parce que l'équipe, c'est principalement, c'est leur métier, c'est des marins. Et les marins sont des gens, en tout cas cette équipe-là, qui sont singuliers, qui sont extrêmement sensibles. J'ai l'impression que c'est des anarchistes de l'âme, quoi. Au sens d'un rebelle profondément d'une vie un peu plus traditionnelle. J'ai l'impression d'être entourée de gens qui vivent leur vie profondément différemment que quelque chose de traditionnel, et c'est très inspirant. Beaucoup qui parlent pas énormément, d'ailleurs. Et en même temps, qui savent faire avancer un 3-mâts des jours et des nuits. Et ça m'a impressionnée. Qui connaissent le bateau parfaitement et qui, à chaque bruit, chaque anormalité ou des petites choses, sont alertes et savent ce qui doit se passer. Et qui, si besoin, vont réveiller le capitaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que en mer, alors ça va paraître logique pour tous les marins, mais en mer, un bateau, ça bouge beaucoup. Donc, je passe beaucoup d'énergie à me stabiliser. J'ai très faim, je mange beaucoup et je me fais des abdos, voilà, très fortement. Non, mais en fait, tout bouge, tout tombe, c'est difficile. Les accidents, c'est pas forcément les gens qui tombent à l'eau. Ça peut être, on se coupe en cuisine parce que d'un coup, il y a une vague. Tout ça, c'est des choses nouvelles à découvrir pour moi. Dormir quand ça bouge, ça fait les abdos quand on dort aussi. Moi, je me sens pas prisonnière. J'ai pas vraiment cette sensation de me dire faut que je m'échappe, faut que je sorte, faut que j'aille marcher, faut que je m'éloigne de ces gens. J'ai pu me sentir tendue à des moments, épuisée dans la nuit, 3h50 du matin. Je sais même plus si j'avais mangé. On me demande de tirer sur des cordes mouillées, pleines de neige pour lever des voiles. Et puis l'eau qui s'infiltre dans les manches, qui me remonte le dos. Et là, je me dis, mais c'est dur, mais qu'est-ce que... C'est difficile en fait pour moi. Je vis quelque chose qui est physiquement et psychiquement difficile. Je sais que le 8e jour est difficile. Il est difficile comme le 8e jour de ma dernière retraite de méditation que j'ai fait l'été d'avant. Et là, même difficulté. Je commence à connaître ce rythme du 8e jour. C'est difficile en lien avec les autres. C'est difficile fatigué. Je pense que j'ai donné ma première pulsion d'énergie sur les premiers jours. J'ai été malade. Et le 8e jour, je sais que ça va être encore long. Je suis fatiguée. Les autres m'embêtent. Je les trouve bêtes. Je veux pas qu'ils me parlent, mais je veux pas être seule. Il est 12h40. Je suis dans ma cabine. On vient d'arrêter le moteur du bateau, donc maintenant on n'a que les voiles parce que donc dehors il neige, il y a énormément de brouillard, donc on a très peu de visibilité et du coup on a besoin d'aller lentement pour éviter les blocs de glace qui sont magnifiques. Là, dans ma cabine, donc qui est au-dessous du niveau de l'eau, on entend l'eau sur le bateau, les mouvements.
On s'arrête à Tromsø, dans le nord de la Norvège continentale. Pendant 1 ou 2 nuits, en fait, on attend une fenêtre météo pour faire la traversée qui va durer environ 3 jours pour arriver au Svalbard. Donc là, il y a quelques personnes de l'équipage qui réparent une voile, qui la recousent au port, et on attend que les capitaines nous disent quand on part. Et il y a un moment où il nous dit que ça va être le moment. Et là, je sais que c'est une grosse traversée qui va être difficile parce qu'elle est très mouvementée à cette période de l'année, qu'il va y avoir des glaces. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Moi, j'ai peur. Pas peur qu'on coule ou qu'on ait un accident, mais c'est vraiment, je continue l'aventure dans l'inconnu. On traverse et à un moment, les glaces, les premiers icebergs. Et c'est là le moment, je pense, le plus beau de cette aventure. À la fois sublime, mais extrêmement fort, où je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, et que tout découle, et que tout fait sens, et que je sais que je dois être là. Et on est en mer, donc là, il n'y a plus... À ce moment où on arrive dans les glaces, tout le monde est debout, il n'y a plus de quart. Là, on est tous dans l'espace en haut où il y a la barre. Le capitaine est avec nous, et là, c'est un moment absolument incroyable, puisqu'on est tous là, personne n'ose parler, et ça, c'est un silence d'une profondeur. Le capitaine et les premiers mates sont extrêmement concentrés, c'est palpable, et en fait, il faut traverser les glaces. Les icebergs, on ne connaît pas leur profondeur, donc aller les cogner, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le bateau, bien évidemment. Mais du coup, il y a cette grande émotion où il commence à y avoir des petits icebergs de plus en plus grands. Il faut traverser ensuite ces glaces pour arriver à Longyearbyen. Au moment où on a le signal radar des glaces, les glaces, elles ont bougé. Donc à la fin, le capitaine m'explique qu'on ne peut pas vraiment trop se fier à ça, mais on se base quand même là-dessus. On est à la barre, là, autour. Tout le monde est là parce que c'est absolument magnifique. Et dans ce silence, il y a des bruits de la glace qui cogne le bateau, qui prend un peu la glace. Donc ça fait une énorme résonance. Il faut s'imaginer une dizaine de personnes là à la barre et un silence profond. Et le capitaine concentré. On sait que là, il faut vraiment rien dire et suivre. Donc à la fois c'est magnifique et puis à la fois très impressionnant. Et on attend. Et on passe les glaces. Il y a beaucoup d'oiseaux dans les mâts. Je suis sur le pont du bateau Tilvera. Dans la nuit, je fais mon quart. Et moi je vérifie que tout va bien. Et autour, et je regarde... si on aperçoit par chance un ours polaire. J'ai un peu froid, mais il fait beaucoup moins froid que les jours précédents. La vie sur le bateau s'installe doucement, des relations se créent, des conversations intéressantes, des rires, beaucoup, des coups de fatigue, des sommeils... coupé, découpé, recoupé, attaché. C'est une sensation par rapport au temps qui est assez spécifique. Alors là, mon rapport au temps sur cette expédition est complètement changé. Je sais que la traversée de Tromsø à Longyearbyen nous a pris 3 jours. Je ne sais pas d'autre chose. Il fait jour tout le temps. Il y a des silences de ceux qui marquent absolument profondément à vie, qui sont extrêmement profonds, mais qui emplissent tout et qui sont extrêmement pleins. Et ça, faut savoir les vivre profondément pour pas passer à côté. Ça, c'est très très important. Quand j'arrive au Svalbard,
on arrive un matin. Je sais parce que quand on arrive au port, on boit pas d'alcool en mer, donc on arrive au port et l'équipage boit une bière pour fêter notre arrivée, et qu'il est 10h du matin et que moi je veux un thé, donc je ne bois pas de bière. Et là j'arrive et en fait ce qui se passe c'est que j'ai pas de logement pour rester dormir à Longyearbyen. Les hôtels sont très chers et je sais que je reste un mois et qu'il faut que je trouve un logement. Donc en fait moi je sais que l'aventure elle commence, même si elle a déjà commencé, mais l'aventure au Svalbard commence. Donc je me sens heureuse d'être arrivée, de l'avoir fait, de dire à mes amis et ma famille, je suis arrivée, je l'ai fait, on est tous très contents. Il y a quelque chose de très collectif qui se joue à ce moment-là. On est quand même un équipage, on vient de passer de nombreux jours en mer ensemble. Il y a cette première bière à bord, et puis après le soir, on va faire la fête dans un bar. Et j'ai pratiquement immédiatement donc le mal de terre, merveilleux le mal de terre, donc des nausées. C'est difficile physiquement, il fait froid, mais je suis pas frigorifiée. Et là, mon objectif, c'est de trouver un endroit où dormir le plus rapidement possible pour mon mois, puisque je suis solo et que j'organise mon expédition comme je l'entends. Je ne veux pas dormir dans un hôtel, à la fois parce que c'est trop cher et à la fois parce que je ne veux pas être dans une sphère touristique, mais je veux vraiment rentrer dans une sphère plus locale ou avec des gens qui restent plus longtemps. Donc je demande au capitaine de rester 2-3 nuits de plus sur le bateau. Et là, je rencontre les gens, je vais parler à tout le monde. À ce moment-là, tout Longyearbyen doit savoir que je cherche une chambre où me loger. Et là, en fait, quand j'arrive à Longyearbyen, c'est mon objectif de trouver un espace pour le mois qui arrive. Cet épisode du camp de base avec Camille de Denise est terminé. Elle exposera son archive éco-poétique de la glace à la Maison de la Montagne de Grenoble en février et mars 2025. Elle vous donne rendez-vous le 14 février à 19h pour le vernissage. Découvrez plus d'informations en description. Pour ma part, je vous donne à nouveau rendez-vous la semaine prochaine avec Camille dans l'épisode 72 du camp de base pour mieux appréhender son travail de recherche-création. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. À très bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet!